Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode suite à l'épisode de présentation. Donc c'était l'épisode 0. Là, on va au premier épisode et on va parler de la phase de pré-engagement. Donc c'est la toute première phase d'un test de quand on veut faire un pen test. Donc ici, vous voyez, je me trouve sur le site du PTES. PTES qui signifie Penetration Testing Execution Standard. Qu'est-ce qu'un standard? Alors, j'ai pris une définition sur Internet, mais je la trouvais vraiment bien, du coup, on va se baser là-dessus. Alors, standardiser, c'est formaliser et appliquer les meilleures pratiques du moment. Les meilleures pratiques induisent la méthode la plus facile, la plus sûre et la plus qualitative. Le moment induit que cette pratique n'est pas figée dans le temps, elle est amenée à évoluer. Voilà. En fait, un standard, c'est des best practices qui ont été écrites par un groupe d'individus, donc souvent du milieu, et qui essayent de normer, on va dire, de décrire les interactions, les différentes phases qui existent pour le bien commun en fait. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la phase de pré-engagement qui est la première. Vous voyez ici, je vous mettrai le lien directement dans la description. Donc c'est une sorte de Wikipédia, et dessus on a toutes les phases, donc eux ils nous en présentent 7. Il y en a certaines qui sont moins intéressantes que les autres, donc on se basera sur d'autres sites, d'autres ressources pour les voir. Là pour l'instant on va se baser sur le pré-engagement. On peut voir aussi qu'il y a des guidelines techniques, donc si on va dessus, on peut voir que là c'est assez complet, qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là c'est vraiment tout ce qui est technique, par exemple au niveau de l'exploitation, comment bypass, enfin des contre-mesures au bypass, si on va dessus. Là, on peut voir, vous voyez que c'est pas encore rempli, qu'il y a besoin de contribution. Donc, c'est un document qui n'est pas encore totalement complet et qui nécessite des améliorations. Voilà. Donc, nous, ça pour l'instant, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la phase de pré-engagement. Alors, donc, vous imaginez que le document est totalement en anglais. J'espère que ça pose pas de problème pour vous. Si vous faites du pentest ou de la sécurité informatique en général, c'est assez bon c'est même presque nécessaire de savoir parler anglais. Alors, je ne demande pas à être bilingue, mais au moins avoir des bases en anglais pour comprendre les termes techniques et ce qui se dit. Vous inquiétez pas, on va défiler un peu tout ce qui se passe. On ne rentrera pas forcément en détail d'absolument tout, mais on regardera un peu ce qu'ils nous disent et ce qu'on peut en tirer. Vous voyez que c'est assez conséquent quand même. Et c'est vraiment la ressource la plus complète au niveau de la phase de pré-engagement que j'ai trouvée. On n'en parle pas beaucoup sur Internet. La plupart du temps, c'est de l'exploitation ou du technique. Là, c'est vraiment une phase extrêmement importante vu que c'est le début de tout projet de pentest. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez mis de côté. Donc là, il nous explique que cette section du PTES va nous présenter et nous expliquer des outils, des techniques, machin bidule, pour avoir une phase de pré-engagement qui se mène avec succès. Donc si jamais on est un client qui veut qui recherche un test de pénétration, enfin un test d'intrusion, faut qu'on regarde au niveau des questions générales, donc ça on ira plus tard, qui est ici. Et c'est à peu près tout ce qu'il nous dit. Alors, là il nous explique l'introduction au scope. Le scope, ça peut être traduit en français par le périmètre. On nous explique qu'un scope, c'est l'une des choses les plus importantes au début, parce que c'est ça qui va définir au niveau de notre test ce qu'on va faire. Ici, ils prennent un exemple que, par exemple, si un client nous demande de tester une centaine d'adresses IP, on pourrait mettre le prix à, par exemple, 100 000 $, c'est-à-dire 1000 $ par adresse IP. Je pense que c'est à peu près dans les prix, c'est pas déconnant de faire ça. Alors déjà, les entreprises qui ont plus de 100 adresses IP, c'est des grosses entreprises, donc elles peuvent se permettre de claquer 100 000 dans des tests de pénétration, des tests d'intrusion. Moi, je vais dire test de pénétration, mais c'est un franglais moche. Normalement, c'est penetration testing, et en français, on dit test d'intrusion. Mais si je fais l'erreur, c'est normal, quoi. Euh, et ils nous disent que, donc ça, ce serait logique, et ce qui fait à peu près 1000 $ par adresse IP. Cependant, faut faire attention parce que juste si le client nous demande de tester une seule adresse IP, on va pas la mettre à 1000 $. Pourquoi? Parce que si jamais la seule adresse IP c'est un site web, que le site web est complexe et qu'on va offrir 1000 $ enfin qu'on va demander 1000 $ pour faire le test, ça voudrait dire qu'on va sous-facturer au client notre test et qu'en fait on aurait pu se faire 5 ou 6 000 $. Au niveau des prix, alors je sais
Je sais pas trop en France, dans les autres pays, comment ça se passe. Au Luxembourg, je sais que les prix pour, on va dire, un site, un pentest web classique, donc un site, on va dire, classique avec une page authentifiée, machin, c'était 1 à 2 semaines en fonction de la taille du site, et c'était environ, après ça dépend du client encore une fois, mais c'est entre, allez, 800 et 1000 euros la journée. Voilà, journée de 8 heures. Donc c'est à peu près les prix, je sais pas dans les autres pays comment c'est. J'imagine que pour les startups ou quoi qui veulent avoir des clients, on peut baisser les prix jusqu'à 600, 700. Après ça commence à être vraiment bas, mais ouais, les prix du marché c'est autour de 800 ou 1000 euros. Donc voilà, là c'est ce qui nous explique. Et évidemment, tout n'est pas noir ou blanc. On peut faire des compromis, on peut modifier un peu le prix de la journée en fonction du client. Si jamais un client nous prend plein de tests d'affilée, on peut potentiellement baisser un peu le prix pour faire une sorte de packaging, de pack, pour que ça lui revienne moins cher et que par la suite il refasse appel à nous. Voilà, il n'y a rien y a rien qui est fixé, vous fixez vos propres prix, il faut faire une étude de marché avant pour voir ce qui se fait un peu dans le milieu, si vous êtes dans les normes ou pas, et ensuite c'est en fonction des clients, au cas par cas. Là, il nous parle aussi de l'estimation du temps pour faire un test. L'estimation du temps varie en fonction du consultant qui va faire le pentest, c'est-à-dire que si une personne est si le pentester est junior, c'est-à-dire que c'est son tout premier test, il n'aura aucune idée du temps que ça va lui prendre. Par contre, si la personne est un pentester senior ou qui a plus d'expérience, il aura déjà fait des pentests, il aura déjà l'expérience, il saura comment ça se passe, et il aura plus de chances de bien définir, on va dire, au niveau du temps. Ici, il est recommandé, alors il n'y a pas qu'ici, j'ai vu à d'autres endroits aussi, dans d'autres documentations, que il est prudent d'ajouter 20% de temps en plus au niveau du projet. Pourquoi? C'est-à-dire que, par exemple, si alors, je sais pas, je pense que c'est 20% du temps total estimé. Par exemple, j'ai n'importe quoi, je prends un exemple, encore sur un pentest web. On doit commencer le test, j'ai n'importe quoi, un lundi, voilà, classique. On doit le commencer un lundi, on doit le terminer le vendredi. Le problème, c'est que le mardi, le site web est inaccessible. Pourquoi? Parce qu'ils font une maintenance, ils ne nous ont pas prévenu, ce genre de choses, ou même le site est down parce que je ne sais pas, il y a eu un problème technique. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir bosser pendant, si jamais le site est down hein, toute la journée du mardi, on va pas pouvoir bosser tout le mardi, donc on va perdre un jour. Et du coup, c'est un jour qui est facturé au client alors qu'on n'aura rien fait. Et là, du coup, le but, c'est de pouvoir ajouter 20% du temps pour pouvoir, si jamais il y a des problèmes, régler ça et ne pas perdre de temps, quoi, ne pas être payé à rien faire. Aussi, les 20% du temps, il faut faire attention. Donc c'est ce qu'on appelle du padding. Donc en cas de problème, c'est ce qui nous explique. Et que il nous parle aussi de qu'est-ce qui se passe si jamais les 20% de padding ne sont pas utilisés, n'ont pas été nécessaires. Alors, il nous explique aussi que du coup, ça pourrait être pas très éthique de facturer au client quelque chose qu'on n'a pas utilisé. Du coup, même si les 20% n'ont pas été utilisés dans le test de base, on peut quand même les utiliser pour faire des tests supplémentaires si jamais on n'a pas eu le temps de tout finir. Je sais pas, au niveau, si on doit faire une présentation supplémentaire au niveau du rapport, si on doit créer un document en plus que le client n'avait pas demandé. En fait, on peut toujours justifier, on peut toujours facturer au client si c'est justifié et s'il y a une valeur ajoutée derrière. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Et l'estimation, donc c'est vraiment important. Et évidemment, plus on a d'expérience dans le milieu, plus on a fait de tests, plus on sait au niveau des estimations. Ça correspond aussi à la taille de ce qu'on veut tester. Si on teste un réseau interne d'une entreprise, une entreprise qui a 3 machines, l'estimation du temps ne va pas être pareil que si on teste une machine avec 50 serveurs dedans. Donc tout ça, voilà, c'est un mix entre l'expérience, entre la taille du réseau, entre plein de choses. Ici, il nous parle du meeting, donc de la réunion, qui parle du scope. Alors, ici, ce n'est pas une réunion dans laquelle on va parler vraiment de choses techniques, des potentiels problèmes, ce genre de choses. Là, on va vraiment parler de qu'est-ce qu'on doit tester. Classique, qu'est-ce qu'on doit tester? Est-ce qu'on doit tester un site web? Est-ce qu'on doit tester un réseau interne? Est-ce qu'on doit tester du Wi-Fi? Si oui, quel est le scope? Quel est le périmètre qu'on doit tester? Je reprends toujours l'exemple du site web parce que c'est le plus parlant et c'est ce qu'on va retrouver à peu près le plus souvent. Un site web,
Le scope, c'est OK, je te donne cette adresse IP là, je veux que tu me testes tout ce qu'il y a sur cette adresse IP, y compris ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la partie authentifiée. Il faudra voir évidemment avec le client quel type de test il veut. Est-ce qu'il veut du black box? Est-ce qu'il veut du test white box? S'il veut du black box, la partie authentifiée, ça peut être un peu compromis parce que peut-être qu'il utilise un système d'authentification à multifacteur. Dans ce cas-là, il nous faudrait être whitelisté ou ce genre de choses. Sauf que si on le fait en black box, on ne peut pas être whitelisté. Donc ça pose plein de problèmes, ça pose plein de choses différentes. Donc là, c'est vraiment essayer de comprendre ce que le client veut. Il faut comprendre aussi que certains clients connaissent déjà un peu les pentests et savent précisément ce qu'ils veulent, soit parce qu'ils ont déjà bossé avec nous, soit parce qu'ils ont déjà eu affaire à d'autres pentests dans le passé. Dans ce cas-là, ils savent à peu près ce qu'ils veulent, ils nous disent, on vérifie avec eux, on vérifie les informations, et c'est parti, on peut faire le test. Alors, pas directement, on va pas pouvoir faire le test parce qu'il faut des documents à signer, ce genre de choses, mais vous m'avez compris, ils savent ce qu'ils veulent, ils vont droit au but, et il n'y a pas aucun souci. Mais il y a certaines personnes, peut-être parce qu'ils sont nouveaux dans le milieu, parce que c'est leur premier pentest, parce que l'entreprise n'a pas l'habitude de travailler avec ce type d'entreprise-là, certaines personnes ne savent pas, ne connaissent rien, et du coup, il faut expliquer toutes les différentes phases, pourquoi on fait ces phases, quelles sont les meilleures choses à adopter. Par exemple, une entreprise qui n'a jamais fait de pentest, qui veut tester un site web qui n'a jamais été testé, peut-être que eux, dans leur, je sais pas, dans l'inconscient, dans leur inconscient, ils voudront faire un pentest black box. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu dire que c'est ce qui se rapprochait le plus d'un vrai pentest, d'une vraie attaque d'acteurs malveillants, et ils veulent, je sais pas, ils se disent dans leur tête que c'est la meilleure façon de tester un site web. Alors, oui, ça correspond plus à la réalité, mais du coup, c'est comme si on avait un bandeau sur les yeux. On ne connaît absolument rien de l'infrastructure, absolument rien du site web, et du coup, on mettra potentiellement plus de temps et on n'est pas sûr de trouver plus de choses. C'est plus réaliste, mais c'est plus compliqué et on sera évidemment moins exhaustif. Donc, peut-être que pour un premier pentest, pourquoi pas plus les orienter sur un pentest de type whitebox. C'est-à-dire qu'ils nous fournissent le code source, ils nous fournissent des comptes, ils nous fournissent des accès, tout ce qu'il faut, et nous, on fait quelque chose, donc du source code review, ce genre de choses derrière, pour pouvoir tester vraiment en profondeur le site web et avoir une première vue sur ce qu'il faudrait améliorer au niveau de leur sécurité. Si vraiment le client, parce que on est d'accord que le client, c'est lui qui a le dernier mot, enfin, c'est lui qui a le dernier mot, s'il veut vraiment tester quelque chose et que nous, on est d'accord, ou plus ou moins d'accord, on va accepter. Après, on est toujours... euh, c'est la personne ou l'entreprise qui fait le pentest à la fin qui décide si vraiment il veut faire le pentest ou pas. C'est lui qui, enfin, c'est les deux parties qui décident de signer le contrat. Mais si vraiment le client veut est têtu et veut vraiment faire du black box, ce qu'on peut lui proposer du coup dans ce cas-là, c'est une alternative, donc le gray box, qui est entre le white box et le black box, c'est-à-dire qu'il va nous fournir certaines informations qui nous permettront d'avancer plus efficacement, mais on garde un petit côté secret pour être le plus réaliste possible au niveau des informations qu'il nous donne. Donc voilà, ça c'est des choses à discuter avec le client en fonction de ce qu'il veut, en fonction de ce dont il a besoin. Voilà, donc ça c'est ce qui nous explique un petit peu. Euh, voilà, après derrière c'est est-ce que on a des systèmes de firewall, ce genre de choses. Alors moi je l'aurais pas mis dans, eux ils en parlent ici. Moi, j'aurais pas mis ça au niveau du meeting pour parler du périmètre, j'aurais mis ça dans le kick-off meeting. Donc, ce qu'il y a tout à la fin ici dans les rules of engagement. Bon, j'aurais mis ça là-dedans, mais bon, bref, soit. On en parlera aussi un peu au niveau des questions générales. C'est vraiment la partie la plus intéressante, je trouve. Et évidemment, il faut faire attention au niveau, en fonction du pays dans lequel on se trouve. Les lois ne sont pas les mêmes et il faut faire attention aussi. Bon, je pense qu'on en parlera plus tard, mais au niveau du scope, si par exemple on doit tester une seule adresse IP, oui, on en parlera plus tard, mais je peux en parler un petit peu maintenant. Si par exemple la personne, le client nous demande de tester une adresse IP, il faut se renseigner, il faut lui demander si cette adresse IP lui appartient. Si le serveur derrière qui héberge cette adresse IP, donc par exemple un site web, est-ce que le serveur, l'infrastructure lui appartient? Sinon, il va falloir faire des démarches supplémentaires qu'on verra juste après. Potentiellement contacter celui qui host, ce genre de choses. Il y a des choses légales qu'il faut mettre en place. Donc c'est pas tout simple. C'est pour ça que la phase de pré-engagement, c'est la phase
je dirais, l'une des plus importantes pour se mettre d'accord avec le client. Ici, on nous parle du support additionnel basé sur le taux horaire. C'est-à-dire que quand on va prendre rendez-vous avec un client ou que le client va prendre rendez-vous avec nous pour un pentest, donc on aura tous les meetings de kick-off, de machin, de choses, mais il faut bien préciser aussi dans le contrat qu'on va signer avec lui tous les termes qui sont basés sur ce qu'on va faire. Il faut dire tout ce qu'on va faire. Par exemple, le pentest, dedans, je dis n'importe quoi, ce qui est intégré, il y a toutes les phases qu'on a citées avant, et il y a le rapport, un livrable qu'on lui donnera à la fin. Il se peut que le client, je dis n'importe quoi, il nous demande peut-être à la fin une présentation PowerPoint. Dans ce cas-là, ok, peut-être qu'on ne l'avait pas prévu dans le rapport, mais du coup, ça peut être comment, utilisé par le client pour essayer de gratter, si on peut dire, si le client n'est pas très correct, essayer de gratter un PowerPoint à la fin, et si jamais on ne l'a pas prévu dans notre offre que le client a signé, eh ben, ça peut mal se passer. Du coup, ce qui est important, c'est ne pas hésiter à rajouter dans l'offre tout le support additionnel. Donc, si là je parlais par exemple d'une présentation PowerPoint à la fin, on peut préciser dans l'offre qu'on va faire, qu'on va présenter au client et qu'il va potentiellement signer ou pas. On peut lui dire par exemple, si jamais vous voulez une présentation PowerPoint, alors le consultant va bosser dessus pendant, je sais pas moi, une demi-journée, une journée, et du coup ça va vous coûter 500 euros de plus. Voilà, tous les supports additionnels doivent être ou devraient être intégrés à l'offre pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et que le client sache à quoi s'attendre si jamais il demande quelque chose de plus. Parce que il se peut aussi que le client, lui, de base, il voulait juste un pentest avec un rapport, mais que finalement, il n'a pas besoin du rapport, ou ce genre de choses. Et le problème, c'est que si jamais il donne des choses à faire en plus au dernier moment, ça n'a pas été prévu dans le scope et il risque d'avoir des problèmes. C'est pour ça que le document, faut qu'il couvre un maximum de choses prévues. Donc évidemment, si jamais c'est la première fois que vous faites un pentest, que vous êtes en freelance et que vous n'avez aucune expérience dedans, le document, au départ, il ne peut pas être parfait. Il va s'améliorer au fur et à mesure du temps, que vous rencontrez des clients, que vous aurez des problèmes, vous vous rendrez compte de telle ou telle chose qui n'est pas allée par le passé, et du coup, il faudra modifier le document pour éviter que ça se reproduise dans le futur. Là, on parle au niveau des questions générales. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est les questions typiquement qu'on pose pendant les phases de... Alors moi, j'appelle ça le kick-off meeting avec le client. En fait, eux, ils parlent d'un meeting au niveau du scope, ils parlent des questions, on va dire, générales, ils parlent aussi des rôles d'engagement. Moi, enfin, dans l'entreprise dans laquelle on était, on faisait tout d'un coup. Donc en fait, ça dépendait. Si c'était un client qu'on n'avait jamais eu, ça pouvait l'entretien, le meeting pouvait durer une heure ou plus. Si c'était des entreprises qui avaient l'habitude de bosser avec nous et qui faisaient plusieurs pentests dans l'année avec nous, ça pouvait durer 15-20 minutes, juste le temps de partager les informations concernant le futur pentest et ce genre de choses. Ici, je ne sais pas si c'est indiqué au niveau des meetings, mais il faut prévoir le meeting quand même pas mal de temps à l'avance. Si on peut mettre un meeting, par exemple, un mois avant un pentest, ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que le client a déjà en place et ce qu'il doit préparer. Si on prend l'exemple encore une fois, bon, je vais pas, on va repartir encore sur le site web, mais c'est ce qui a vraiment de plus parlant. Euh, Si jamais on doit faire un test en white box chez un client sur un site web, le client doit préparer si jamais il y a une partie authentifiée, bien évidemment, le client doit préparer des tests, des comptes de test. Et ces comptes de test, en fonction de la taille de la structure, donc la taille du client, peut-être qu'ils ont des process en interne qui mettent du temps, où il faut créer des comptes, il faut faire appel à 3 services différents pour que des comptes soient générés, ce genre de choses. Donc c'est important de ne pas s'y prendre une semaine à l'avance, mais de prendre un peu plus de temps si jamais il y a des problèmes, des process, des machins, la signature qui met du temps à arriver. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre du temps et de bien le faire en amont pour éviter tout ce genre de problème. Donc ici, c'est des questions générales que
on va poser au client pour connaître un peu le système sur lequel on va faire les tests, ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il faut tester, qu'est-ce qu'il ne faut pas tester. Si on prend l'exemple ici des questions générales concernant un test d'intrusion au niveau du réseau, euh, on peut lui demander pourquoi le client a-t-il besoin de faire un test. Donc ça, c'est pour comprendre vraiment son besoin. Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est vraiment un test de réseau dont il a besoin? Euh, il y a quoi qui peut être intéressant? C'est, voilà. Euh, est-ce qu'il y a des heures pour lesquelles on ne doit pas faire le test? Peut-être que sur le matin, en arrivant à 9 heures, peut-être qu'à 9 heures, comment ça s'appelle? Le client ne veut pas qu'on fasse de test, de scan, ce genre de choses, parce que ça ralentirait le réseau, et c'est là où tous les gens arrivent et tous les gens bossent. À l'inverse, peut-être que le client voudrait plus qu'on se focus, qu'on fasse nos scans sur le temps de midi, parce que le temps de midi, il y a moins de monde dans les bureaux, il y a moins de monde qui travaille, et du coup, ça impacterait moins le business de l'entreprise. Donc voilà, tout ce genre de questions, euh, faut penser à les poser. Si on prend l'exemple d'un test d'une application web, combien il y a d'applications qu'on doit tester? Combien il y a de systèmes avec un login? Combien il y a de pages statiques à tester? Combien il y a de pages dynamiques? Euh, voilà. Si on prend l'exemple d'un test Wi-Fi, combien il y a de réseaux Wi-Fi en place? Est-ce qu'il y a un réseau guest? Est-ce qu'il y a un réseau d'entreprise? Est-ce que le réseau est sécurisé? Quel type de chiffrement est utilisé dessus? Euh, Quel est son coverage? Quelle est comment ça s'appelle? Jusqu'où est son signal? Pareil, truc physique, combien il y a d'étages dans le bâtiment? Voilà. Donc c'est plein de questions à poser comme ça. Donc là, il nous donne des exemples. Évidemment, il n'y a pas que cela, il y en a d'autres aussi, mais c'est en fonction vraiment du test qu'on veut essayer. Et il y avait, alors j'imagine qu'après, donc là, voilà, il y a des questions pour les administrateurs. Si jamais on doit faire du social engineering. Et voilà. C'est là, on retournera un peu au-dessus après. C'est ici dont je vous parlais avant, pour si jamais leur système est basé sur d'autres entreprises. C'est-à-dire que peut-être que leur site web est dans le cloud. Dans ce cas-là, on doit pas forcément directement attaquer le cloud parce qu'on peut avoir des problèmes, vu que c'est une infrastructure qui est gérée par un provider. Va falloir faire une dérogation. Alors ça dépend encore une fois de la personne ou du provider chez qui c'est stocké dans le cloud. Mais par exemple, à un moment donné, alors c'est plus le cas chez Amazon, il me semble, pour Amazon Cloud. Je sais plus c'est quoi le nom de leur Amazon Services, je sais plus. Je sais plus c'est quoi le nom d'Amazon, mais bon bref. Le cloud d'Amazon, avant, à un moment, on devait remplir un formulaire avant de faire un pentest. Par exemple, voici le client qu'on doit tester à cette adresse IP-là dans votre cloud. Est-ce que vous nous autorisez à attaquer son site web? Parce que ça peut impacter différentes choses au niveau du cloud. Ce qui ne serait pas prévu. Et du coup, ça pourrait engendrer d'autres problèmes puisqu'on attaque directement l'infrastructure d'une entreprise dont on n'a pas les droits. Pareil, au niveau de son ISP, donc de son FAI, je crois, en français c'est, fournisseur d'accès à Internet. Euh, Est-ce que on a bien l'autorisation de son FAI de l'attaquer? Est-ce que là, c'est la bonne adresse IP? Est-ce que l'adresse IP qu'il nous a donnée, est-ce qu'il y a d'autres services qui tombent dessus? Est-ce qu'il y a d'autres serveurs web, d'autres entreprises? Dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit d'attaquer? Est-ce que si on attaque le serveur et qu'on le fait tomber, est-ce que ça va pas impacter le business d'autres entreprises? Donc ça, c'est toutes des questions à poser et à connaître avant de faire quoi que ce soit. Donc récolter un maximum d'informations avant de faire le pentest et surtout, le plus important, avoir les autorisations nécessaires pour ne pas finir en prison. Parce que on pourrait croire comme ça que c'est drôle et tout, mais si jamais on a, comme là je vous ai donné l'exemple juste avant d'un pentest qui se fait sur un serveur web donc c'est bien le bon serveur web, on nous a bien donné le client nous a bien donné la bonne adresse IP, mais le problème c'est qu'en fait il nous a pas dit que sur le serveur il y avait d'autres entreprises qui hébergeaient également leur comment ça s'appelle, leur site web, donc sur le même serveur mais avec d'autres adresses IP. Et du coup, si nous, dans notre pentest, on casse le serveur et qu'on down
le serveur sur lequel il y a toutes les autres entreprises et que les autres entreprises ont des pertes et qui nous attaquent en justice. Si jamais on n'avait pas l'autorisation de toutes les autres entreprises qui étaient sur ce même serveur et qu'on va au tribunal, ben on aura, je pense qu'on pourra perdre, vu qu'on pourra se faire condamner, vu qu'on n'a pas les autorisations nécessaires. Donc c'est vraiment très, très important de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir toutes les autorisations nécessaires avant de commencer le pentest. Ici, il nous parle d'un sujet qui est assez intéressant aussi, c'est le scope creep. Donc, ce qui pourrait être traduit en français par un peu la déviation du scope, le scope qui s'agrandit sans qu'on ait trop la main dessus. Alors là, si vous ne savez pas de quoi je parle, je peux vous donner un exemple. On reprend notre fameux site web qu'on doit tester. Il s'avère qu'en fait dessus, on a réussi à avoir une faille et que on arrive à accéder au réseau interne de l'entreprise via ce site web. Là, le client peut nous demander de continuer notre test parce qu'il veut voir jusqu'où on va. Dans ce cas-là, on rentre dans le scope creep, c'est-à-dire qu'on va augmenter le scope alors qu'à la base, ce n'était pas forcément prévu. Est-ce que c'est un problème? Oui et non. Tant que on modifie comment s'appelle? On modifie les fichiers légaux, ce qu'on a signé avant, pour rajouter ce nouveau scope. Encore une fois, s'il nous dit oui, oui, allez-y, c'est bon, mais qu'il nous le dit au téléphone, et que nous on va plus loin, et que derrière il nous attaque en justice parce que dans le document c'était pas précisé qu'on devait aller jusque-là, c'est notre faute. On n'aura pas pris les précautions nécessaires, on sera allé trop loin alors que c'était pas prévu, et on sera condamné ou autre chose. Du coup, c'est important de toujours avoir des échanges avec le client et dès qu'il y a quelque chose qui est convenu, l'écrire, donc le mettre dans le contrat ou même ce qui est important, c'est par exemple, donc là c'est astuce professionnelle qu'on m'avait donnée quand je bossais encore dans une entreprise au Luxembourg, c'est que par exemple il y a un problème ou quoi que ce soit, vous discutez avec le client au téléphone et juste après que vous ayez raccroché au téléphone, pour qu'il y ait une trace de la conversation que vous avez eue, vous envoyez un mail de la personne, ou vous envoyez un mail à la personne, pardon, avec par exemple bonjour, suite à notre échange par mail, je vous confirme que babafaf, vous expliquez de quoi vous avez parlé, ou vous reformulez la demande par mail pour qu'il y ait une preuve écrite et que vous montrez que vous avez bien parlé de ça avec la personne. Voilà, c'est toujours important d'avoir des preuves écrites, on se protège un maximum pour éviter les mauvaises surprises, si jamais ça arrive. Et du coup, donc là on a été au scope creep, c'est important de rajouter dans les documents que le client a bien été d'accord d'aller plus loin, et ça peut poser problème aussi si jamais on a des tests prévus les uns à la suite des autres. Si par exemple on a un test chaque semaine et que là on arrive sur le jeudi ou le vendredi et que le client nous dit ok vous êtes arrivé là, j'aimerais que vous alliez plus loin, c'est pas toujours possible. Alors évidemment du coup on va rajouter, donc là ça remonte un peu aussi dans ce qu'on avait vu avant dans le additional support. Alors, c'est pas vraiment additionnel support, c'est plus additionnel pentest, on va un peu plus loin. Du coup, on rajoute des jours, donc il faudra refacturer le client en fonction du temps qu'on a passé dessus. Ça peut poser des problèmes, comme je vous l'ai dit, si jamais on a des tests les uns à la suite des autres et qu'on ne peut pas les déplacer les autres. Dans ce cas-là, on ne peut pas aller plus loin, on est obligé de s'arrêter là. Si le client est compréhensif, il comprendra, sinon, bah tant pis, faudra lui expliquer que on a fait notre maximum et que dans le temps imparti, qu'on n'a pas pu aller plus loin. Ce qui est important aussi, c'est de spécifier pardon, des dates de début et des dates de fin. Pourquoi? Parce que c'est important que le client sache quand est-ce que le test commence, rien qu'au niveau de son infrastructure, savoir quand est-ce qu'il va avoir des logs de nos tests, pour savoir si c'est nous qui attaquons ou si c'est quelqu'un d'autre. Par exemple, si le client, on lui dit qu'on commence je sais pas moi, je dis n'importe quoi, le 20, et que il y a des attaques le 15, ça peut être suspect parce que nous on n'est pas censé commencer le 15. Donc en fait les dates c'est vraiment précis. Pareil la date de fin pour savoir quand on doit arrêter un pentest et également à partir de quel moment on doit rendre le rapport. Le rapport je crois qu'on en parlera plus tard, mais on peut le spécifier aussi dans l'offre ou dans le contrat qu'on lui donne, qu'on lui fait signer. Si n'importe quoi, par exemple, le rapport doit être rendu dans les 30 jours suite la fin enfin, dans les 30 jours après la fin du pentest. Donc c'est-à-dire qu'on a une date légale pour lui rendre un rapport dans les temps. Donc là, c'est ce qu'on avait parlé, spécifier la range IP si jamais c'est un test avec plusieurs adresses IP.
et il faut faire attention, voilà, avec si jamais on utilise si jamais les IP sont hostés sur des providers qui ne sont pas chez le client. Donc valider les ranges, ça c'est important aussi quand on fait, ça c'est plus quand on fait soit des tests, je pense que ça se base vraiment plus sur les tests externes, c'est-à-dire qu'on nous donne une batterie d'adresses IP et on va faire des tests dessus pour voir ce qui est vulnérable ou pas. Donc ça c'est important de valider bien les ranges pour pas attaquer la mauvaise range et donc attaquer la mauvaise entreprise. Ce serait dommage aussi de terminer au tribunal parce qu'on s'est trompé d'un octet au niveau des adresses IP. Voilà. Aussi, voilà, c'est tout ça, c'est est-ce que moi aussi je l'aurais mis dans le meeting kick-off, le kick-off meeting, est-ce que on a le droit de faire, est-ce que le client nous autorise à faire du déni de service? Oui, non. Après, bon, est-ce que il veut tester sa résilience au niveau de son infrastructure, au niveau de son site web? Voilà, ça c'est au niveau de l'entreprise. Est-ce que aussi il accepte qu'on fasse du social engineering? Pour potentiellement récolter des informations sur un compte utilisateur qui nous permettrait d'aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est en fonction du client. On lui dit que c'est possible, lui en fonction de ce qu'il veut. Bon, en soi, souvent, les tests qu'on fait, c'est sur de la prod. Donc les clients sont un peu réticents si on veut balancer du déni de service. Ouais, c'est normal. Le déni de service, c'est utilisé plus souvent quand on fait des tests sur le serveur de dev, enfin l'environnement de développement. La prod, c'est assez rare. Le social engineering, c'est assez exclu aussi, c'est pas souvent utilisé. Donc là, c'est toute la partie paiement. Euh, voilà, donc là, moi je vous parlais du rapport, mais là, il donne un exemple. Par exemple, le montant total doit être donné dans les 30 jours suivant la date enfin, les 30 jours suivant le rapport final. Alors on peut aussi demander au client de verser, je dis n'importe quoi, par exemple 50% de la somme avant, ou à la signature du contrat, et une fois qu'on a rendu le rapport, la fin, enfin le restant. Là il nous parle aussi, donc là c'est les goals. Euh, voilà, faut bien définir avec le client ce qu'il veut, les goals primaires, les buts, ce qu'il veut tester, voilà. Donc là c'est business analysis, voilà. C'est des choses, on va dire, assez haut level. Ça c'est vraiment si vous discutez avec des managers, ce genre de personnes. Ce qui est important aussi, du coup, dans le document qu'on va donner, c'est établir des lignes de communication. C'est-à-dire qu'on doit avoir un contact ou plusieurs contacts dans l'entreprise au niveau du client qui sauront répondre à nos questions. Pendant le test, si jamais on a un problème, qu'on down le serveur, qu'on se fait blacklister parce qu'il y a un WAF, donc un Web Application Firewall au niveau du site web, c'est important de contacter une personne en urgence, qu'on puisse la contacter en tout cas, si jamais on a un problème et qui est dans l'entreprise. Donc pour ça, il faut connaître son nom, quand est-ce qu'il est accessible, son numéro de téléphone, son mail. Voilà. Donc souvent, au contact, on a plusieurs personnes. On a la personne en charge du pentest, donc qui est souvent un manager. On a une personne ou plusieurs personnes de l'équipe technique. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est juste ce qu'ils nous disent. Et nous aussi, important, au niveau des informations qu'on fournit, parce que, ok, on a besoin des informations du client, mais aussi, nous, on va ajouter nos informations. L'information du pentester, donc de la personne qui fait le test. L'information, je sais pas moi, de notre service sales, au niveau des commerciaux. Peut-être que le client aura une question au niveau commercial. Peut-être que le client aura une question au niveau d'un de nos managers. Et du coup, ces informations-là, il faudra les spécifier. J'en ai pas parlé aussi, mais pendant les réunions, ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs personnes, alors souvent plusieurs personnes de l'équipe du client et plusieurs personnes de l'équipe de pentest, de ceux qui vont faire les tests. Au niveau du client, souvent ce qu'on voit, c'est encore une fois une personne. Alors souvent, les informations de contact qu'on a au niveau du rapport, ou au niveau, pas forcément du rapport, mais des informations qu'on donne, ce sont les mêmes que ceux qui ont été là pendant le meeting, pendant les différents meetings. C'est-à-dire un manager qui va poser les questions et qui va avoir une vue globale, et les techniciens ou les personnes, on va dire, un peu plus techniques, qui sont là et qui nous disent, qui nous donnent des informations supplémentaires au niveau au niveau technique en fait de ce qu'il y a sur place, ce qu'on peut faire ou pas. Et du coup, c'est important
d'avoir ce genre de personnes au niveau des meetings pour savoir un peu, pour poser les bonnes questions. Pareil, au niveau de l'équipe de pentest qui font les meetings, c'est important d'avoir le pentester qui va faire le test, évidemment, peut-être un autre pentester un peu plus expérimenté. Si par exemple, le pentester qui va faire le test, c'est un pentester junior qui n'a pas beaucoup d'expérience et qu'il oublie de poser quelques questions, la personne, donc le pentester qui est un peu plus senior, va pouvoir reposer les questions supplémentaires ou avoir des éclaircissements au niveau des questions qu'il a posées où il n'a pas eu les bonnes réponses, ce genre de choses. Aussi, dans certaines entreprises, il y a ce qu'on appelle des PET, n'importe quoi, des PM, pardon, des project managers. Ce sont des personnes qui vont s'occuper de contacter le client, de remplir les documents, ce genre de choses. En fait, quand on est en freelance, on fait tout, mais dans certaines entreprises, il y a des PM qui facilitent un peu les échanges avec les clients. Donc toute la partie, on va dire, paperasse, planning et tout, c'est les PM qui s'en occupent. Et normalement, si le PM fait bien son boulot, c'est juste au pentester de faire le test. Alors, de mon expérience, les PM, s'ils sont bien formés, ça va. S'ils sont mal formés, c'est presque les pentesters qui sont obligés de tout faire. Donc, voilà, bref. On en parlera pas de ça. Voilà, donc pour les meetings, c'est important d'avoir plusieurs personnes en fonction des différents rôles pour poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Voilà, donc là il nous parle de la fréquence pour update le statut au niveau du rapport. Alors là plus précisément, c'est par exemple faire un petit briefing au client chaque fin de journée, ce qu'on a fait, ce qu'on a testé, ce qui marche pas. Ça permet au client de ne pas tout recevoir absolument à la fin du test et de pouvoir faire les améliorations au fur et à mesure. Euh, voilà. Donc en gros, c'est tenir à jour le client sur ce qu'on fait, ce qu'on a trouvé, et voilà. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le chiffrement. Le chiffrement, c'est également l'une des parties les plus intéressantes. Pourquoi? Parce que tous les documents qu'on va échanger avec le client doivent être chiffrés pour ne pas qu'il y ait de leak dans la nature. Parce que ça peut être des informations confidentielles au niveau du client, on a des emails, on a des noms, on a des numéros de téléphone, on peut avoir le prix de la prestation, ça peut vouloir rester secret. Il y a toutes les données RGPD, ce genre de choses qui doivent rester entre les deux entreprises. Donc pour ça, il y a plusieurs alternatives. Soit le faire par téléphone, bon, bof, voilà quoi. Soit le faire en face-to-face, donc c'est-à-dire directement avec le client, on se parle en tête-à-tête. Il y a utilisé une boîte mail sécurisée, utiliser aussi du PGP pour communiquer au niveau des emails en chiffrant tout. Bon, il y a plusieurs choses différentes. On verra ça dans une autre vidéo. On fera une vidéo vraiment technique où là, je vous montrerai comment chiffrer un email, comment faire en sorte de communiquer de manière sécurisée. Et là, du coup, on arrive sur les Rules of Engagement. Voilà, donc ça c'est ce qu'il nous dit. Donc il nous parle timeline, ce genre de choses, time of the day. Donc là, on va un peu se répéter, parce qu'en fait, ça, les rules of engagement, les règles d'engagement, c'est un peu tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, au niveau de la timeline, là, il nous parle de Gantt. Ici, comme je vous l'ai dit juste avant, si on a un project manager, c'est lui qui s'occupe de toute la timeline. Donc là, c'est définir quand commence le test, quand termine le test, quand le rapport est dessus, combien de personnes, combien de pentesters doivent être sur le test, combien de temps par jour on doit être dessus, ce genre de choses. La localisation aussi, est-ce que quand on fait un test, est-ce qu'on doit être directement chez le client? Est-ce qu'on a besoin d'être le client? Est-ce que le client peut nous setup? Alors, est-ce que son site web est accessible depuis Internet? Oui, non. Est-ce que c'est un environnement de dev? Dans ce cas-là, peut-être qu'il n'est pas accessible depuis Internet, et peut-être que le client ne peut pas nous setup un VPN ou ne peut pas nous whitelist pour accéder directement sur le serveur. Dans ce cas-là, il faut qu'on aille directement sur place. Si on va sur place, il faut faire attention aux équipements qu'on emmène, aux données. Il faut faire en sorte aussi qu'après un pentest, on doit supprimer toutes les phases, enfin toutes les phases, pas toutes les phases, toutes les traces, pardon, toutes les traces de données clients. Parce qu'on ne veut pas que jamais il y ait une fuite d'informations, qu'on se fasse péter notre PC ou quoi, et que les personnes récupèrent les informations d'un client. Donc ça, toutes les données, il faut faire attention. Pareil, quand on va sur place,
Est-ce que on laisse notre PC comme ça, pas verrouillé le temps de midi? Est-ce que on le range entre-temps? Est-ce qu'il y a plein de choses comme ça? Il faut faire attention. Voilà, là c'est ce dont on parlait. Comment gérer les preuves? Euh, Par exemple, ne jamais les mettre sur une clé USB comme ça. Euh, Toujours utiliser un, comment ça s'appelle? Un système de transfert de preuves chiffré. Par exemple, il existe des disques durs externes ou des clés USB avec directement dessus un panel, un pad, pour effectuer un code secret pour déverrouiller la clé USB ou le disque dur externe. Donc voilà, toujours tenir les gens au courant de ce qu'on fait. Quand est-ce qu'on doit faire le test? Peut-être que c'est quelque chose qui est sensible et que le client préfère qu'on fasse le test de nuit, pendant que les gens ne sont pas dans le bureau. Dans ce cas-là, faut facturer en fonction de ça. Donc de nuit, ce sera beaucoup plus cher, pareil le week-end. Peut-être qu'en fait le client, c'est juste un client qui est dans une autre time zone, dans le monde. Du coup, va falloir se setup en fonction de lui et de faire le test quand c'est nécessaire. Donc là, on reparle des permissions, voilà, tout ce qui est légal, ce qui est important, et je pense qu'on a fait le tour. Là, on en est à peu près à 40 minutes de vidéo, ce qui est assez énorme. Je pense qu'on a... bon, évidemment, j'ai pas fait absolument tout le tour de ce qui était, de ce qu'on pouvait dire, mais là, on a quand même une bonne base. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans des prochaines vidéos, donc là, on a vraiment fait la partie, on va dire, pré-engagement. Donc tout ce qu'il y a avant le pentest, ce qui est resté assez global. Vous avez vu qu'on a presque pas parlé de technique. Bon, à part un petit peu dans les questions générales. Là, on parle un petit peu de code statique, code dynamique, des adresses IP. Bon, ça reste quand même très 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 général. C'est des choses qu'un manager peut discuter en fait. Donc ensuite, alors là, la prochaine phase, donc eux, ils parlent d'intelligence gathering, toute la partie reconnaissance, et voilà, donc principalement de l'osine, footprinting, donc ça on en parlera plus tard. Là, on commence à rentrer vraiment dans la technique. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose d'important que j'ai oublié, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos, ça me supporte beaucoup. Tu peux aussi laisser un petit pouce bleu si t'as aimé. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.